Bonjour, 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 bonjour. 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 Toujours drôle en fait. On est dans des pays différents, on est dans une voiture, on est dans une maison, dans un bureau. Partout. Bonjour à tous. Ah, il y a une chaise vide chez Caroline Pochon. De toute façon, je ne pense pas que toutes les petites icônes vont se mettre à l'écran, je ne pense pas. Bonjour. Bonjour Madeka, bonjour Caroline. Bonjour Monsef. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour Namaïta. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Gaëtan. Bonjour Enrico. Bonjour Tima. Bonjour Stevenaf. Bonjour Sylviane. Tu fais l'appel? Non, non. Je pense qu'on va commencer. Tiens, il y a 3 personnes encore. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Isabelle. Bonjour Enrico. Bonjour, je ne sais pas qui me dit bonjour, mais bonjour. Bonjour Fatou. C'est Jean-Joël de Discope. Ah, bonjour. Bonjour à tous. Je vous remercie de couper vos micros si ce n'est pas fait. Sinon, je devrais le couper automatiquement. Bonjour. Bonjour et bonne année à ceux que je n'ai pas vus. On est aujourd'hui une quarantaine. On a refusé 100 personnes qui devront aller sur le lien YouTube parce qu'on avait peur que ça fasse exploser la bande passante. On est vraiment très, très contents et l'année dernière, on avait inauguré ce cycle de conférences de début d'année en essayant de trouver le sujet qui pouvait être le plus utile aux producteurs des ACP. L'année dernière, on avait fait 2 conférences sur les festivals en ligne, un sur les documentaires et l'autre sur la fiction, qui avait très bien marché pour expliquer un petit peu comment fonctionnaient les festivals en temps de Covid. Et cette année, je tiens à féliciter Isabelle d'avoir eu cette excellente idée, parce que on n'a jamais vu un tel enthousiasme d'inscription, puisque en 3 ou 4 jours, on avait plus de 100 inscrits. Et ça prouve bien qu'il y a une attente et ça prouve bien qu'il y a un besoin. Isabelle se présentera elle-même, mais si elle nous a proposé ça, c'est dans le cadre du travail qu'elle effectue pour notre plateforme Wikiprod, où elle accompagne les projets de fiction dans leur recherche de partenaires et avant de rechercher des partenaires dans la présentation de leurs projets. Et c'est vrai que tout ça se fait dans le cadre de notre projet CLAP ACP, qui est un programme d'accompagnement et d'encouragement des coproductions entre pays d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique, qui est financé en partie par l'Union européenne avec le soutien du groupe de l'Organisation des États ACP. Et c'est vrai que nous, on le constate, puisque notre fonds Image est ouvert également à des projets du monde arabe et d'Asie du Sud-Est, qui sont des projets qui sont en général plus exposés internationalement. Et c'est vrai qu'on constate, même s'il y a vraiment des champions africains et des champions caribéens, c'est vrai qu'en général, on constate qu'il y a, disons en moyenne, les dossiers qui viennent des ACP sont parfois plus fragiles et présentent des faiblesses évidentes sur certains points. C'est pour ça que cette présentation vous est tout particulièrement dédiée, mais afin de ne pas être discriminant, parce qu'on ne peut pas ici donner des conseils uniquement à un petit groupe de gens et exclure de ces conseils les autres potentiels bénéficiaires de nos financements.
Cette conférence est enregistrée et elle sera mise en ligne sur YouTube demain. Sachant qu'elle va quand même se dérouler en 2 temps. À la fin, on va rentrer dans des cas particuliers qui ne seront pas enregistrés parce qu'ils n'ont rien à faire en ligne. Et donc, ça, c'est une partie que vous seul verrez. Mais ça, et puis, éventuellement, à la fin, je pourrais même, une fois qu'Isabelle aura fini, je pourrais rester un quart d'heure, une demi-heure ou jusqu'à épuisement si vous avez des questions sur nos financements, puisque c'est aussi, même si c'est par une interface numérique, c'est aussi une occasion de se voir, de se retrouver et d'échanger sur tout ce qu'on veut. J'ai fini mon introduction. C'était aussi pour permettre aux retardataires d'arriver. On est 38. Ah non, on est 38 plus 5 personnes qui arrivent de Sao Tomé et Principe et d'Haïti. Ah, impressionnant. Ouais, Haïti se lève là. Haïti, il est. Non, il ne se lève pas, il est 9h du matin. Ils sont debout depuis 3 heures. Tu me dis bonjour à tous. Voilà, tout le monde est là. On est 44. Et c'est à toi de parler, Isabelle. Merci beaucoup pour cette conférence par avance. Merci à toi, Enrico, à l'OIF en général, et bonjour à tous. Je n'ai pas dit un bonjour individuel, parce que je vous connais moins que Enrico, et 2, parce que j'aurais eu trop de bonjours à dire et plus salive pour commencer à vous parler. En quelques mots, pour ceux qui ne pourraient ni me connaître, ni connaître ma société, ce qui d'ailleurs est bien normal, et c'est quelques mots sur mon travail et sur ma société, vous éclairer aussi sur la façon dont j'aborde le thème qui aujourd'hui nous réunit, à savoir séduire en quelques pages, parce que c'est toujours important de savoir d'où les gens vous parlent. Donc, en très peu de temps, moi je suis une ex-productrice, j'ai arrêté de produire en 1992 pour des bonnes et mauvaises raisons, et j'ai créé en 1993, ça fait presque 30 ans, une société à laquelle à l'époque personne ne croyait vraiment, qui était la société que je rêvais de pouvoir trouver sur le marché quand je produisais, à savoir une société qui permet d'accompagner les talents, et j'inclus les producteurs, c'est-à-dire les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs, dans ce long parcours qui s'appelle le développement, qui est un parcours qui est à la fois passionnant mais assez ingrat, ou qui dure tellement longtemps qu'on risque parfois de s'y perdre et de perdre le fil de son projet, et pendant lequel on est obligé de s'exposer régulièrement. Aujourd'hui, l'initiative continue à exister après tant d'années. On travaille quasiment exclusivement à l'international. Je pense que selon les années, entre 20 et 30% de nos missions et de nos clients sont français, sinon le reste c'est à l'international sans restriction de pays. Et si vous avez envie d'en savoir plus, parce que je ne vais pas prendre de temps sur ça par rapport à ce que j'ai à vous dire, et j'ai beaucoup à vous dire, si vous avez envie d'en savoir plus sur les activités de développement qui ne sont pas simplement du script développement, je vous encourage à aller sur la page, sur notre site internet. Donc, d'abord, moi, je suis ancienne productrice, j'ai une société qui fait du développement et bien sûr, me tombent dans les mains régulièrement toutes sortes de dossiers à n'importe quel stade de développement de projet. Et après une petite discussion avec Enrico, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait probablement pas véritablement de conscience de à quoi servent ces dossiers et comment séduire les gens à qui on les envoie. Alors, ça nous concerne tous, et tout à l'heure, Enrico a parlé de producteurs, mais en réalité, ça concerne les réalisateurs en direct ou les réalisatrices et les scénaristes, et ça concerne autant la fiction cinéma que le documentaire et la série. Compte tenu de qui je suis et de mon parcours, vous apercevrez que j'ai plus de mal à vous donner des exemples en série et en documentaire parce que je ne viens pas de là, mais je pense que véritablement, on va aussi brasser certaines généralités au sens propre du terme, et ça pourra indéniablement être adapté à vos activités et à vous si vous travaillez en série ou à vous si vous travaillez en documentaire. Mais mon approche est tournée vers la fiction cinéma.
Ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est qu'il y a eu une évolution extrêmement rapide des habitudes professionnelles qui se sont accentuées au moment où on a commencé tous à travailler avec Internet et qui a favorisé quelque chose qui était déjà en route. Et je ne saurais pas vous dire à l'heure actuelle si c'est pour le meilleur ou pour le pire, qui a favorisé la globalisation de l'offre et la possibilité, finalement, ce qui est plutôt positif a priori, d'être lu bien en dehors de ses frontières et pas nécessairement dans un rapport nord-sud, mais dans un rapport sud-sud, nord-nord, est-est, ouest-est, enfin, etc., etc. Mais pour ce faire, pour cette communication qui, certes, est aussi orale, il y a beaucoup d'écrits échangés et ces écrits échangés provoquent une relative fatigue de la part des gens qui reçoivent beaucoup de choses par rapport au peu de projets sur lesquels ils peuvent s'investir et il est donc important de ne pas perdre l'opportunité de séduire les gens que vous voulez séduire et à la fois de ne pas inonder le marché, mais quand vous arrivez sur le marché, en tout cas, d'arriver avec des documents qui reflètent votre ambition, qui reflètent votre esthétique, qui reflètent votre personnalité et ce que vous voulez, entre guillemets, leur vendre. Les enjeux sont assez clairs. Quand en général on a un projet à n'importe quel stade de développement, y compris d'ailleurs jusqu'à la post-production, on a besoin de se faire identifier sur un marché qu'on pourrait qualifier de ultra saturé, mais bon, ça encore une fois, peut-être un jour on aura une discussion là-dessus. Je pense qu'il y a toujours de la place pour les bons projets. Et c'est évidemment une démarche qui, en général, est faite pour être financée, pour trouver des financements initiaux, des financements complémentaires. Et c'est également souvent, et de plus en plus souvent, des dossiers que l'on est obligé de faire pour être accepté dans des ateliers d'écriture, dans des résidences ou dans ce qu'on appelle les labs. Donc, bien entendu, chaque dossier a ses spécificités. Et il faut savoir l'adapter en fonction de à quoi vous destinez les pages que vous allez rédiger et qui vont donc être en perpétuel mouvement jusqu'à ce que votre film, en réalité, sorte en salle, puisque c'est plus vous qui faites ces dossiers-là, mais il y a évidemment en dernier recours le dossier de presse. Et tout ça, c'est l'évolution des mêmes prémices. Ce qui est important aussi à bien garder en tête en introduction, c'est de se dire qu'il faut apprendre à harmoniser l'oral et l'écrit. Aujourd'hui, de plus en plus souvent, il vous est proposé des formations au pitch, des exercices de pitch, et vous allez pitcher, que ce soit en privé ou dans des ateliers ou dans des marchés de coprod. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on a fait aussi avec l'OIF, et c'est en le faisant qu'on s'est aussi rendu compte avec Enrico que ça ne suffisait plus et qu'il y avait quelquefois une désharmonie entre le pitch oral et ce qu'on disait dans les dossiers. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi de se demander si c'est un exercice utile ou si c'est une simple obligation administrative. D'une certaine façon, je dirais que c'est les deux. À la fois, on ne peut pas échapper à la constitution et à la rédaction d'un dossier, donc autant qu'il soit bon. Et en même temps, c'est un exercice utile à beaucoup d'endroits. Et c'est un peu ce qui a été dit aussi sur le pitch, c'est-à-dire que le pitch est à la fois quelque chose qu'on vit assez mal, qu'on estime être assez parasitaire et périphérique à des obligations naturelles, notamment de la part des créateurs, des scénaristes et réalisateurs-réalisatrices. Mais en même temps, le pitch, c'est aussi une boussole qui permet de savoir où on en est dans son histoire. Et quelquefois, quand on n'arrive pas à pitcher, c'est qu'il y a une raison qui est un problème dans le scénario lui-même et ça peut nous attirer sur des soucis qu'on ne voit pas si on ne prend pas ce recul et qu'on n'apprend pas à pitcher. Le dossier, c'est un peu la même chose et surtout, ça vient pallier à quelque chose qui est extrêmement dangereux, extrêmement répandu, sous toutes les latitudes, parce que moi, je viens vous parler du dossier, mais je ferais exactement la même intervention si je faisais ça en Allemagne, aux États-Unis ou en Corée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui font des meilleurs dossiers que d'autres selon là où ils se trouvent dans le monde. Il y a des gens qui ont plus l'habitude que d'autres, indéniablement, et il y a des gens qui ont plus de temps pour les faire
faire que d'autres. Mais les problèmes que l'on voit dans les dossiers que l'on reçoit n'ont pas de nationalité et indéniablement, tout le monde a intérêt à monter en qualité les dossiers à partir du moment où on le fait, autant le faire bien. Donc le dossier, finalement, puisque c'est devenu un exercice incontournable, autant aussi y prendre plaisir. Et ce plaisir, c'est comme le plaisir d'assembler des morceaux d'un puzzle qui n'existe pas encore. Il nous en manque encore des morceaux, c'est pour ça que le dossier va évoluer. Quand on fait un dossier, qu'on est qu'au stade du traitement, il est évident que l'interlocuteur ne s'attend pas à tout trouver dans le dossier, mais plus on avance, plus on peut rajouter des pièces au puzzle. Et bien sûr, le dossier est une façon de communiquer dans l'équipe créative, c'est-à-dire que vous l'avez sans doute vécu si vous avez déjà produit un peu et réalisé un peu. Le moment le plus cauchemardé, en fait, des deux côtés, du côté de la production et du côté de la création, c'est quand on s'aperçoit que le producteur et le réalisateur, la productrice, la réalisatrice, j'ai du mal à tout mettre au féminin dans la même phrase sans parler une heure de plus, eh bien, quand on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas fantasmé le même film, que quand quelqu'un lit un scénario, il peut l'interpréter de 1000 façons possibles, mais quand quelqu'un voit un dossier et commence à réfléchir à un visuel, à une typo, à des choses qui sont fondamentales pour déterminer l'identité d'un film, on n'est encore une fois pas des éditeurs qui allons publier des livres, mais des gens du cinéma ou de la télévision qui allons mettre des images sur des écrans, eh bien, le dossier, c'est une façon d'échanger pour être persuadé, se persuader en tout cas qu'on parle du même projet. C'est pour ça que avant de faire un dossier, il faut s'interroger. Donc, il faut savoir composer son menu. Comme je le disais, non seulement le dossier va comporter des éléments différents selon le moment de développement et de production dans lequel on se trouve, mais le dossier va aussi être différent selon la nature même du projet qui va être exposé. Il y a des éléments qui sont plus fondamentaux si on vise la fiction cinéma, d'autres plus fondamentaux si on vise le documentaire, et d'autres plus fondamentaux si on vise la série. Mais au-delà de cette différence de paroisse, ce qui est surtout différent, c'est que chaque projet doit pouvoir témoigner de son côté unique, de son unicité, de son originalité et de la personnalité des gens qui le portent. Donc, indéniablement, il faut réfléchir, y compris au fond et à la forme, en harmonie. On ne peut pas à la fois tout axer sur le fond et rendre cela d'une forme qui est non seulement peu lisible, mais qui ne reflète pas l'esthétique à venir du film. Et il faut réfléchir dès le début à paginer. Ça paraît évidemment du b.a.-ba, mais croyez-moi, on reçoit à peu près 500 dossiers par an. Je pense qu'une bonne moitié n'est pas paginée. Il n'y a pas de note de bas de page avec le titre en rappel du projet. Il n'y a pas de nom d'auteur sur la couverture. Et parfois, il n'y a même pas le titre. Donc, inutile de vous dire que quand on en arrive là, avec toute la bonne volonté du monde, eh bien, on perd le fil de sa concentration. Or, ce que vous devez susciter de la part de vos lecteurs, c'est leur concentration. Donc, paginer, mettre le titre sur toutes les pages, réfléchir à la typo, à la taille, c'est important. Il faut systématiquement que vous vous mettiez dans les chaussures de votre lecteur, de votre lectorat. Et le grand paradoxe, c'est que le plus souvent, les dossiers partent des ordinateurs des productions et que les productions, quand elles ne font pas attention, sont les mêmes qui vont se plaindre quand elles reçoivent une proposition de coproduction ou un dossier d'un réalisateur et d'un scénariste qui serait tellement mal foutu qu'elle ne leur donnerait pas envie de lire. Donc, le premier conseil, évidemment, c'est de toujours vous mettre à la place du lecteur et même, je dirais, spécifiquement du lecteur que vous essayez d'attraper avec ce dossier que vous allez lui apporter. Le titre dans ce cas-là n'est pas simplement une question de typo, mais comme vous le savez sans doute, on a tous des soucis pour trouver des titres pour nos projets, pour de multiples raisons. D'abord parce que
Beaucoup de titres sont pris. Les titres qu'on aimerait avoir pour un film, une série ou un documentaire sont déjà pris. Le deuxième, c'est tout bête, hein, c'est exactement comme des jeunes parents qui viennent d'apprendre que la future mère est enceinte. Parfois, ils ont le prénom de l'enfant immédiatement, parfois, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas d'accord, et parfois, le désir du prénom de l'enfant va évoluer tout au long de la grossesse. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment, il va bien falloir figer le prénom, parce que changer le prénom de son enfant quand on l'a appelé pendant 2 ans d'un certain nom, c'est compliqué. Or, le développement, c'est bien plus long qu'une grossesse, malheureusement pour nous tous. Et du coup, à un moment, à partir du moment où on va communiquer vers des tiers personnes et des institutions un projet, il va falloir quand même être pratiquement sûr de son titre, parce que 90% des titres dits provisoires sur les dossiers et sur les scénarios sont des titres que les gens finissent par adopter par défaut. Et le titre, c'est le premier contact, non seulement avec vos lecteurs sur les dossiers, mais avec vos futurs spectateurs. Donc, il faut être très attentif à ça et ne pas partir quand un titre vraiment ne vous plaît pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans un dossier? Ce qui est noté ici en blanc et ce qui est incontournable, ce qui est noté en noir et ce qui peut être absent du dossier si vous êtes dans les premiers stades de développement, parce que dans un premier stade de développement, on n'a pas les mêmes attentes de ce qu'on reçoit de votre part que quand on est déjà très avancé et qu'on va tourner dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc le pitch, encore une fois, c'est vrai que pour des gens qui sont de ma génération, le pitch c'est arrivé un peu tard et c'est arrivé un petit peu comme une contrainte qu'on a relativement mal vécue. Mais aujourd'hui, le pitch fait partie de la liste des courses, hein, de la shopping list que vous voyez s'afficher à l'écran. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'on voit à quel point on a été contaminé par des habitudes anglo-saxonnes, puisqu'il y a certaines choses de notre liste, avec toute la bonne volonté du monde, puisqu'on travaille pour l'OIF, qu'on a essayé de franciser et on ne s'est pas réellement parvenu, au risque de donner des notions qui ne parleront à personne. Donc ce fameux pitch, le pitch écrit n'étant pas la même chose que le pitch oral. Tout simplement parce que dans le pitch oral, vous pouvez impulser une intention par le ton de votre voix et par la façon dont vous découpez votre phrase. Un pitch écrit, c'est quelque chose qui est livré à l'interprétation des gens qui le lisent. Donc souvent, il est à aménager par rapport à votre pitch oral, sachant que votre pitch oral, en général, on vous demande quand même de parler à minima 3 minutes, et un pitch écrit, c'est 3 lignes. Donc, si vous tenez 3 minutes sur 3 lignes, c'est que vous êtes très fort et que vous devez donner des cours, parce que moi, 3 minutes, j'ai largement occupé beaucoup plus de phrases que 3 lignes sur un dossier. Ensuite, après, il y a une logline qui n'est pas du tout obligatoire, et pour vous dire la vérité, j'ai toujours été très sceptique qu'au moment du développement, on puisse sortir une logline. Je pense que c'est un peu l'apanage des distributeurs qui savent faire ça, et c'est rarement quelque chose qu'on fait bien en développement, donc c'est quelque chose que personnellement, je zapperais volontiers. Il y a un synopsis court. Alors un synopsis court, l'idée n'est pas ici de calibrer, à moins que vous ayez un calibrage qui vous ait été imposé par l'endroit où vous allez devoir déposer un dossier, notamment quand vous déposez des dossiers de demande d'aide, parfois on vous impose des calibrages très précis, donc il faut être extrêmement attentif à ça. Mais si vous allez juste essayer de séduire un producteur, un coproducteur, ou un producteur, un distributeur, un synopsis court, ça veut dire un synopsis d'une page. Ça peut être 2 si vous êtes sur une saga, mais ça peut être rarement plus, parce que sinon, c'est presque plus un synopsis. Un synopsis long, en général, c'est quelque chose que vous donnez à des gens qui ont été déjà plus ou moins sensibilisés au projet que vous portez et qui ont envie d'en savoir plus pour savoir s'ils ont envie de vous demander le scénario s'il existe, ou les films précédents, etc., etc. Les notes sur les personnages ne sont pas non plus absolument nécessaires quand vous parlez de fiction cinéma. En revanche, si vous parlez de séries, il est indéniable que les notes sur les personnages font partie intégrante de ce qui n'est plus appelé dossier, mais ce qui est appelé Bible ou mini-Bible. Ce qui est fondamental, en revanche, c'est pour ça que c'est au pluriel, ce sont les notes d'intention. Les notes d'intention, il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal, c'est que quand on vous parle au café ou dans un bureau, vous êtes assez prolixe et vous êtes assez amené à nous raconter d'où l'histoire est partie, la genèse du projet,
pourquoi vous avez envie de parler de ce sujet-là et pas d'un autre, qu'est-ce que vous y voyez, si vous êtes producteur ou productrice, pourquoi vous avez envie de travailler avec ce talent-là, où est-ce que vous l'avez rencontré. Et puis quand vous arrivez à l'écrit, les notes d'intention deviennent soudain très souvent des choses extrêmement banales qui, a priori, pourraient correspondre à toutes sortes de films pourtant très différents, et vous ne personnalisez pas beaucoup vos notes d'intention, alors que c'est justement dans la note d'intention, bien au-delà que dans le CV et dans la bio, que vous pouvez exprimer qui vous êtes, quelle est l'urgence qui vous anime, quel est votre désir et votre nécessité par rapport au projet que vous allez envoyer à qui que ce soit. Vos notes d'intention, elles sont souvent, et je ne parle pas à vous spécialement, parce que d'abord, je ne connais pas la moitié d'entre vous, et puis surtout parce que je ne les ai pas lues, mais où que ce soit, elles sont souvent extrêmement scolaires, et alors que c'est l'exercice le plus libre du dossier. Donc, voilà, je pense qu'il est temps que chacun s'approprie la note d'intention et laisse transparaître, en fait, pourquoi on doit s'intéresser à ce projet, parce que vous-même, vous y intéressez, et si on ne le ressent pas, je pense que le dossier, quelle que soit la qualité de sa facture, nous tombera vite des mains. Les visuels. Alors, les visuels, ben oui, on n'est pas des éditeurs, on ne travaille pas dans le milieu de l'édition, donc les visuels sont extrêmement importants. Et là, on est passé aussi en quelques années avec quelques visuels que j'appellerais illustratifs et on en parlera plus tard parce qu'il y a un chapitre qui est dédié à ça, à ce que les uns ou les autres, à nouveau avec un mot anglais, appellent les mood boards ou les mood books, et qui sont une espèce de volonté de définir l'identité visuelle d'un projet. Et les visuels, c'est quelque chose qui est très difficile à choisir parce qu'on n'a jamais vraiment le visuel qu'on veut, et du coup, parfois, on peut induire en erreur le lecteur sur l'esthétique du film visé. Et on en parlera à nouveau après. Là, ça n'est qu'une liste pour que vous puissiez garder en tête, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier quand vous composez le menu de votre propre dossier. Les bios et les CV. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est très important, c'est que il y a très peu de place en fait pour un vrai CV comme celui qu'on enverrait à un employeur. Ça ennuie tout le monde, ça oblige de lire quelquefois que vous avez fait manutentionnaire à 14 ans comme job d'été, ce dont tout le monde n'a strictement rien à foutre, à moins que ça éclaire en fait quelque chose d'important dans votre dossier. En revanche, il faut que vous vous habituiez à écrire des bios dans lesquels vous insérez votre CV. Et si vous n'y parvenez pas vous-même, et je parle en connaissance de cause, je n'ai jamais été capable d'écrire ma bio, ça a toujours été mes collaborateurs qui l'ont fait, eh bien, il faut le faire par quelqu'un d'autre, et cette personne fera des choix, et ces choix sont intéressants. C'est-à-dire que moi, c'est l'inconvénient de vieillir et d'avoir beaucoup d'années de cinéma derrière moi. Aujourd'hui, quand j'écris une bio, soit je parle que de ce que je fais depuis 3 ans, soit je parle de ce qui m'a le plus marqué émotionnellement, mais finalement, ça ne reflète jamais véritablement ce qu'il faut dire sur moi si on veut comprendre en fait quelle est mon activité actuelle et comment je réfléchis à cette activité en permanence. Donc, bien entendu, les bios sont extrêmement révélatrices des porteurs de projets. Or, on ne peut pas dissocier un porteur de projet d'un projet, et du coup, arrêter, encore une fois, je ne parle pas à vous, pardon, mais il faut arrêter d'envoyer des bios et des CV qui sont des choses que vous n'avez pas véritablement conscientisées et relues. Alors, pourquoi j'ai mis en noir budget et plan de financement? Tout simplement parce que vous pouvez aussi décider d'envoyer ça à part. C'est-à-dire qu'en fait, réfléchissez psychologiquement. Quand vous allez envoyer un dossier à quelqu'un qui ne vous connaît pas et dont vous devez simplement attirer l'attention sur la qualité artistique de votre projet. Si vous lui envoyez déjà un budget et un plan de financement, vous rentrez dans quelque chose qui ne le regarde pas encore et sur lequel il peut, s'il commence par là, dire « Ah ben non, mais de toute façon, ça ne marche pas avec mes subventions à moi » ou « ça ne marche pas, etc. » Alors qu'en réalité, quand vous attirez quelqu'un sur de l'artistique et qu'il a vraiment envie de le faire, même si ensuite un budget, un plan de financement lui fait s'interroger sur la possibilité véritablement d'être avec vous, eh bien, il va trouver des solutions. Donc, je sais pas, c'est un peu comme si on envoyait une invitation à dîner à quelqu'un en lui envoyant déjà le prix sur le menu.
bon, je pense que ce serait peut-être pas très élégant et je pense qu'il faut réfléchir comme ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on oublie l'importance du budget de plan de financement. Bien entendu, quand vous écrivez à des dossiers destinés à des demandes d'aide, c'est indéniable que c'est un élément qui ne peut pas être soustrait à votre dossier. Mais il faut vraiment entendre que cette partie-là doit être très systématiquement mise à jour. Or, on s'aperçoit, 9 fois sur 10, que, bien entendu, on renvoie des dossiers 6 mois après en n'ayant pas mis à jour qu'un financement supplémentaire est arrivé, le budget a baissé, le budget a augmenté, et du coup, ça crée beaucoup de confusion qui ne servent jamais correctement vos projets. Le calendrier, en revanche, est quelque chose qui peut être là depuis le début et qui permet aux gens de se rendre compte à quel moment exact de développement vous êtes et qui peut leur permettre aussi de comprendre pourquoi, à ce stade de développement, vous ne pouvez pas leur livrer plus que ce qu'il y a dans le dossier. De façon peut-être parfois plus anecdotique, vous pouvez aussi, notamment quand il y en a plusieurs, parler des langues de tournage, parce que comme vous le savez, les langues de tournage vont aussi déterminer les endroits où vous allez pouvoir vous faire refinancer, cofinancer ou financer tout court. N'oubliez jamais de mettre qui il faut contacter, parce que très souvent, on ferme un dossier, on s'aperçoit qu'on ne sait même pas qui contacter, on n'a ni téléphone, ni email, ni rien du tout. Et du coup, ça veut dire que vous avez travaillé beaucoup pour vous priver de certains résultats. Quand vous avez déjà des partenaires, ne les oubliez pas et surtout mettez leur logo. Ce n'est pas pour flatter leur ego, mais c'est juste pour essayer de marquer le coup. Et quand tout à coup, dans un dossier, il y a des notions qui sont très spécifiques, soit à vos régions, soit à un métier, soit à une période historique, n'oubliez pas de mettre un glossaire qui permet aux gens qui seront un petit peu perdus de pouvoir s'y retrouver sans devoir aller faire eux-mêmes une recherche sur Internet, parce que malheureusement, ils la font rarement. Du coup, en fait, tout ça est, comme vous l'avez compris, une volonté, reflète d'une volonté de communiquer de manière efficace. Efficace ne veut pas nécessairement dire froide et distanciée. Néanmoins, communiquer de manière efficace implique de savoir être concis, c'est-à-dire de livrer l'essentiel. Et la grande difficulté que je partage, mais véritablement avec vous, c'est que pour délivrer l'essentiel, il faut pouvoir prendre du recul sur ce qu'on fait. Or, vous êtes souvent obligé de faire des dossiers en plein travail. C'est la raison pour laquelle je ne saurais vous encourager davantage que de prendre toujours quelqu'un pour co-écrire avec vous, quelqu'un qui ne connaît pas le projet et qui va être à la fois, je dirais, votre premier lecteur et votre co-auteur du dossier. Bien sûr que co-auteur du dossier n'implique pas de lui donner un quelconque droit d'auteur, c'est juste pour que cette personne vous aide à ne communiquer finalement que sur ce qui est véritablement l'identité de votre projet et vous aide aussi à imposer un style et attirer l'attention sur un marché qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est non seulement mondialisé, mais hyper compétitif et jugé saturé. Indéniablement, pour pouvoir y arriver, il faut se poser les bonnes questions. Et très souvent, en fait, les dossiers sont faits tous de la même façon parce que les gens ne se posent pas les questions. Ils font des dossiers comme une obligation administrative et pas comme quelque chose qui permet véritablement d'avancer dans le parcours qui est le nôtre à tous quand il s'agit de pouvoir commencer à travailler sur un projet audiovisuel. Alors déjà, les bonnes questions, c'est quoi? Dans quelles circonstances est-ce que je vais utiliser ce dossier? Et pour combien de temps? Quelle est sa date de péremption à partir du moment où les choses vont évoluer? Pour quel destinataire? Vous n'allez pas séduire de la même façon un agent de comédien que vous allez séduire un coproducteur potentiel ou un fonds d'investissement. Donc, ces questions-là, il faut se les poser. Ce qui veut donc dire qu'il faut que vous ayez une matrice commune et puis des éléments qui vont venir et partir et se substituer à d'autres. À quel stade de développement je commence à faire un dossier à présenter à des tiers? Et la question du format. La question du format, c'est-à-dire, il faut se dire, ça c'est pas le format du dossier, d'ailleurs j'aurais dû mettre ça dans la liste plus haut, pour tous les gens qui font de la série, est-ce que, et même du documentaire,
Est-ce que ce qui est dans le dossier, c'est a priori une série de 8 x 52, de 12 x 26, etc., etc., ou un documentaire grand format, ou un documentaire de 26 minutes. Ça, les gens ne peuvent pas le deviner, donc ça fait partie des choses imposées. Pour le long métrage, ce n'est pas exactement la même chose. Dire d'emblée, quand vous êtes au traitement, que vous allez livrer un long métrage de 90 minutes, c'est même une totale aberration, parce que personne ne peut savoir au stade du traitement, et ni même d'ailleurs au stade du premier script, si votre film sera 90 minutes. Donc, on a peu de raisons d'indiquer le format, à moins qu'il soit spécifique, très particulier. Un long métrage d'1h10 ou un long métrage de 2h30, bon, en général, ce n'est pas très vendeur en ce moment, mais bon, à part ça, il ne faut pas indiquer le format. Donc, pour se poser les bonnes questions, à nouveau, je pense que la bonne façon, c'est de pouvoir rédiger en collaboration, ou en tout cas, de pouvoir réfléchir en collaboration. Alors, qui le fait déjà? Ça, c'est une question qu'il faut immédiatement d'emblée se poser. Et qui d'ailleurs implique d'arrêter de travailler les uns contre les autres, c'est-à-dire très régulièrement, je vois des producteurs ou des productrices qui peinent à récupérer de la part des auteurs et des réalisateurs les informations et des documents qu'il leur faut pour faire leur dossier. Et de l'autre côté, je vois des auteurs-réalisateurs très peinés de voir que le dossier in fine a été bâclé par les gens qui en ont la responsabilité. Et quand on est déjà en équipe, c'est-à-dire auteur, réalisateur, producteur, indéniablement, la responsabilité d'un bon dossier en termes de facture revient à la production. Donc, qui le fait? L'auteur-réalisateur, quand il cherche un producteur, de toute façon, il y est contraint, hein, ça commence comme ça, à moins que juste on soit très copains et on frappe à la porte, mais ça ne va pas durer toute la vie. De toute façon, il y a bien un moment où il va falloir communiquer par de l'écrit. L'auteur-réalisateur avec son producteur, ou les scénaristes, le réalisateur et ses producteurs, et le producteur tout seul parfois, quand il présente une partie de ce projet dans un catalogue, dans une plaquette qui présente sa société en général, ce qu'il a en développement, ce qu'il a déjà fait, ce qui est en production actuellement. Donc de toute façon, la rédaction en collaboration est quelque chose qui est absolument nécessaire pour que tout le monde soit globalement satisfait. Alors, bien sûr, il peut y avoir des divergences de vues, mais encore une fois, ces divergences de vues, voyez-les comme un avantage, parce qu'il est infiniment plus facile de régler nos divergences de vues quand on est au stade de la rédaction de dossier que quand on est sur la table de montage. Donc, la rédaction en collaboration, c'est un début de collaboration sur la fabrication de l'objet film qu'on est en train de faire ensemble. Ce qui est probablement le plus important, c'est de garder en tête que si on fait tout ça, c'est pour devenir le meilleur ambassadeur de son propre projet. Alors, comment on est un bon ambassadeur, en fait? Qu'est-ce que ça implique concrètement d'être un ambassadeur d'un projet? C'est pas de survendre, c'est pas de... Encore une fois, il y a des gens qui sont très très forts. Comme moi, j'ai jamais été très forte, ni dans le fait de me vendre moi, ni dans le fait de vendre mes services. J'ai été bien plus forte pour vendre le talent des autres. C'est vrai que du coup, plus on communique avec des documents qui vont être optimaux, plus on a de la chance de combler ses propres carences ou ses propres difficultés à le faire. Et savoir se vendre, ça veut dire savoir se vendre sans flagornerie. L'idée, ce n'est pas de s'auto-promouvoir. L'idée, c'est de pouvoir donner confiance aux interlocuteurs que l'ambition qui se trouve dans le projet et dans le dossier est quelque chose que vous pouvez remplir. Et cette définition, il faut donc la définir. C'est-à-dire qu'il faut la définir non pas avec des mots, parce que c'est assez difficile de voir dans la notation « j'ai l'ambition de faire 600 000 entrées », ce qui d'ailleurs en plus dans certains pays est énorme, dans d'autres est très peu, mais c'est de voir quelle est l'ambition, quel est ce qu'on poursuit. Et comment cette ambition se reflète dans la cohérence de l'offre qui est contenue dans le dossier. Il faut situer ce projet par rapport à son propre parcours. C'est évident que si tout à coup
le dossier est le dossier d'un premier long métrage dont le budget est 3 fois supérieur au budget classique des premiers longs métrages du lieu où on se trouve, eh bien à ce moment-là, il faut pouvoir le justifier, non pas le justifier comme un justificatif, mais faire comprendre que ce projet, pour telle et telle raison, a toutes les chances de se faire financer, même si vous êtes lucide sur le fait que vous êtes un peu hors norme. Et il faut que le parcours rassure, c'est-à-dire vous pouvez très bien être qu'au premier long métrage, mais avoir fait des choses précédemment qui prouvent que vous êtes capable de prendre en main ce défi que vous révélez à vos lecteurs à travers le dossier. Il faut aussi situer le projet par rapport à l'offre. Et ça, c'est plutôt le travail du producteur, parce que quand vous écrivez, alors je sais qu'il y en a parmi vous qui sont auteurs, scénaristes, enfin réalisateurs, producteurs et scénaristes, je sais. Mais bon, à ce moment-là, il faut que vous scindiez en 3 ou en 2 et qu'une partie de vous réfléchisse à ce à quoi l'autre devrait se prémunir de réfléchir. Je pense qu'il faut réfléchir par rapport à l'offre. Quand on écrit et qu'on est dans sa bulle d'écriture, et Dieu sait s'il faut l'être à un moment, il est très difficile de savoir qu'est-ce qui se passe dans les commissions, qu'est-ce qui se passe sur les écrans, qu'est-ce qui se passe dans les commissions, qui travaille sur les mêmes thématiques. Voilà. Le producteur, lui, il est obligé d'y penser, il est obligé de se renseigner. Il ne peut pas arriver après 4 ans de travail en développement à une commission où 3 projets vont traiter de la même thématique et que 2 films dans l'année sont sortis sur la même thématique. Et s'il le fait, parce qu'on ne peut pas à un moment complètement tout changer, il faut qu'il y ait des lignes dans le dossier qui expliquent que quelle que soit l'appétence de cinéastes et de producteurs pour cette thématique, votre façon de l'aborder renouvelle le genre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être dans une réflexion sur qu'est-ce qu'on offre, à qui, pourquoi, quand. Et bien entendu, ce qui va faire la différence fondamentale, ce n'est pas simplement vos mots, c'est l'aspect visuel qui va, j'espère pour vous en tout cas, trancher par rapport à des choses qui auraient pu déjà être faites en la matière. Et donc maintenant, on va s'attaquer à l'identité visuelle de votre projet et surtout, ce qui est compliqué, surtout pour les gens de la fiction, c'est comment rendre lisible votre mise en scène. Alors, c'est certainement difficile aussi pour les gens du documentaire, mais il se trouve que les moodboards ou les photos des gens qui font du documentaire sont beaucoup plus explicites pour le lecteur que les gens qui font de la fiction. Parce que les gens qui font de la fiction doivent ajouter des couches d'informations qui ne vont pas se révéler si on fait une photo d'un décor, une photo d'un comédien et une photo de je ne sais quoi, d'un autre film. Donc, l'identité du projet, c'est la chose la plus difficile. Et si, par exemple, vous êtes à un stade de développement où vous ne voulez absolument pas montrer encore, et c'est votre droit, de photos au risque d'induire en erreur votre lecteur, il faut que vous réfléchissiez à l'identité visuelle de votre titre. Il y a des gens, et on verra dans les exemples plus tard, qui font des logotitres. Et sans aller jusqu'au logo, qui cherchent une typo pour le titre du projet, qui va immédiatement suggérer quelque chose dans l'inconscient du lecteur. Et ça, c'est votre travail et votre responsabilité d'y réfléchir, et soit de l'adopter, soit de ne pas le faire. Il faut savoir aussi citer des références. Alors, la difficulté qu'on retrouve à l'oral comme à l'écrit de ce monde hyper mondialisé, c'est que les références communes à tous les pays que nous représentons aujourd'hui ou dans d'autres circonstances, elle est compliquée à trouver. C'est-à-dire une référence pour un Australien ne sera pas la même que pour un Coréen, que pour un Gabonais. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme référence commune souvent? Les films américains, les films états-uniens, pardon. Et ça, c'est complexe parce que soit c'est vécu comme une prétention, parce qu'en général, on ne va pas parler d'un film états-unien qui a fait un gros flop parce que ce n'est pas très vendeur, soit ce n'est pas compris du tout, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on veut me dire sur la relation visuelle et sur l'identité visuelle. Donc, il faut être assez malin sur cette notion, pardon, je vais encore dire un mot en anglais, de benchmarking, et il faut du coup pouvoir associer des choses qui vont créer
en fait une réflexion chez votre lecteur. C'est-à-dire, si votre lecteur voit 2 photos de films qui esthétiquement n'ont pas l'air véritablement d'être proches, mais qu'il y a une phrase qui explique en quoi ça vous inspire, le lecteur devient actif et réfléchi. Et ça, c'est aussi la vraie chose importante à garder en tête de la rédaction d'un bon dossier, c'est de rendre le lecteur actif et non passif. Et ce marquage de l'identité visuelle des projets, elle passe, et ça évidemment moi je suis assez nulle parce que c'est pas ma génération, elle passe par une bonne maîtrise des logiciels et des capacités que ne serait-ce qu'un ordinateur vous donne de créer de la matière sur la façon dont l'écrit est posé sur l'écran puis sur le papier. Ce qui est très important, évidemment, c'est de ne jamais oublier de mettre en avant la production, c'est-à-dire votre capacité en tant que producteur ou productrice par rapport à la maison pour laquelle vous travaillez ou qui est la vôtre, de livrer le futur projet et de mettre en avant vos partenaires. Combien de gens disent « j'ai un partenaire au Canada » et ne le citent pas, ou le citent mais oublient de mettre à la fin du dossier la bio du producteur et le CV de la maison de production. Donc, cette mise en avant de la production, elle n'est pas égotique, contrairement à ce que parfois les gens laissent suggérer. Elle est véritablement un désir de crédibiliser la démarche et de rassurer toute personne qui veulent venir vous rejoindre dans l'aventure. Alors, la filmographie, la biographie de l'entreprise, c'est nécessaire, mais il faut aussi vous dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la façon dont on peut le déplorer, il faut faire du storytelling de votre propre parcours de producteur ou de productrice et de l'aventure de l'entreprise de production qui est la vôtre ou qui est celle pour laquelle vous travaillez. Donc, il ne faut pas que ça soit sec. Il faut qu'on découvre à travers cette mise en avant de la production en quoi vous croyez, pourquoi cette maison a été faite, quelles sont vos ambitions, comment jusqu'ici vous avez rempli vos ambitions et pourquoi vous avez envie d'aller plus loin ou pas plus loin, peu importe, l'idée n'est pas d'être exponentielle, l'idée c'est qu'on puisse comprendre votre identité et que vous utilisiez ces techniques, et là en plus je n'ai pas non plus de mots français, de storytelling, et ce qui est quand même relativement déplorable quand tout à coup on s'entend, et je suis en train de m'écouter parler puisque je suis obligée de me regarder dans l'écran et que je déteste ça, c'est de me dire, mais finalement, s'il y a autant de mots anglo-saxons, c'est parce qu'on a été obligé d'adopter, y compris leur façon de pré-produire ou de réfléchir à notre façon de faire du cinéma ou de la télévision. Enfin bref, si tant est que ça ne se limite pas, évidemment, à la mise en avant de la production, à le fait d'expliciter qui vous êtes, comment vous travaillez et avec qui, c'est aussi d'expliciter une stratégie. Alors, sa stratégie de production, elle ne s'explicite pas au moment du premier traitement, évidemment, hein, il faut être logique. À chaque étage de la fusée, vous devez charger la fusée. Donc, à chaque étage de la fusée, il y a quelque chose en plus à rajouter. Mais à un moment, quand les étages de la fusée commencent à être bien montés, on va vous demander d'expliciter votre stratégie de production. Et je dirais même que si vous allez chercher de l'argent dans des endroits comme les programmes qui sont supranationaux, comme Média pour les Européens, on va même vous demander votre stratégie de distribution. Personnellement, je trouve ça complètement débile, parce qu'on peut parler de stratégie de distribution quand on en est au premier draft de scénario, et que, grosso modo, on va rencontrer nos spectateurs d'ici 5 ans, si on est chanceux. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, des technocrates ont décidé de nous demander de travailler, et donc on est obligé de jouer le jeu, mais autant le jouer intelligemment. C'est-à-dire, une stratégie, c'est pas forcément être Madame Soleil et dire dans 5 ans, les gens auront une appétence pour des films de science-fiction en Afrique. Mais c'est quand même de réfléchir à comment vous pensez que, potentiellement, si vous êtes en train de développer un film de science-fiction en Afrique, on en a eu 2, hein, donc ce n'est pas de la science-fiction ce que je vous raconte, eh bien, vous pensez qu'effectivement, dans 5 ans, le public sera prêt et que du coup, vous préparez-vous par rapport à cette opportunité. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut en permanence se dire. Et du coup,
pour tous les réalisateurs et les scénaristes qui m'écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui, il faut aider son producteur et ses producteurs, parce que c'est parfois des producteurs et productrices, à construire cette réflexion. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté ceux et celles qui doivent ramener l'argent et peu importe comment ils s'y prennent, l'essentiel c'est qu'ils y arrivent, et d'autres, ceux qui sont dans leur bulle, et quand on est la même personne, la schizophrénie qui en découle. Il y a véritablement la volonté systématique d'être des sparring partners et de pouvoir construire au fur et à mesure cette fusée qui va démarrer au moment où on n'aura plus besoin de dossier et où le film sera de toute façon déjà en préparation, voire en tournage. Alors, cette question des mots et des images, elle est de plus en plus obsédante, en fait, parce que je dirais que c'est très étrange. En fait, le niveau des dossiers a monté en théorie, mais il a surtout monté en quantité de ce qu'il nous livre, en fait, pas forcément en qualité. Donc, ce que vous pouvez en tout cas garder comme premier réflexe, et croyez-moi, c'est loin d'être le cas, c'est que la couverture de votre dossier, c'est le premier contact d'un lecteur que vous avez envie de séduire, et la couverture des dossiers, c'est rarement ce qui est le plus réussi. Quand vous n'avez pas encore l'idée de ce que vous voulez dévoiler visuellement, ne dévoilez rien, mais soignez la typo, soignez la présentation, soignez la couleur de la couverture, et que les gens aient envie d'ouvrir le dossier, c'est la base, hein, parce que c'est le premier contact, encore une fois, avec ce que vous voulez leur vendre, entre guillemets. Et si vous êtes trop fantaisiste, c'est quelque chose qui peut éventuellement écarter certaines personnes parce qu'un dossier, ce n'est pas une œuvre en soi, c'est juste le reflet du sérieux de la démarche et quand on va à l'intérieur de la teneur de la création. Donc, il faut que vous soigniez la couverture, les mots et les images, et quand vous n'avez pas d'image, il faut que les mots comptent double. Et il faut, bien sûr, révéler une cohérence, c'est-à-dire le dossier et ce que vous avez déjà, une Bible pour la série, un traitement, un script, un séquencier, tout ça doit se refléter et non se contredire. Je ne vous dis pas combien de dossiers par an ne sont pas conformes au scénario. Donc, quand vous vous retrouvez avec un dossier et un script, que vous lisez un traitement où il y a un personnage qui n'est pas dans le script ou vice-versa, vous dites, mais alors je ne comprends pas, qu'est-ce qui est le plus récent? Le synopsis et le scénario n'est pas à jour, ou le scénario et le synopsis n'est pas à jour? Je sais que ça paraît dingue, mais ça arrive tout le temps. Et au-delà de la cohérence de mettre à niveau, quand on change quelque chose dans un script, le dossier ou vice-versa, il y a aussi parfois une absence de cohérence entre ce que le dossier a l'air de vendre et ce que le scénario a l'air de vendre. Donc, si le dossier est perçu comme différent de la proposition du scénario ou des 5 premiers épisodes, ou je ne sais pas, indéniablement, ça n'aidera pas les gens à qui vous destinez le dossier à vous financer ou à aller vers vous. La vraie question qu'il faut se poser ensuite et qui est, par exemple, déterminante pour quelqu'un comme moi, alors on n'est pas forcément tous les mêmes, hein. Moi je suis très très triste que l'écrit et en particulier le scénario dit parfait ait pris tellement le pas sur ce qu'est le cinéma en réalité, hein. Je veux dire, aujourd'hui, beaucoup de décisions se prennent sur un scénario qui serait bien écrit selon des règles de dramaturgie qui ne garantissent absolument pas que le film sera bon, et ils sont même pris parfois sur des questions démagogiques, de thématiques, je dirais, et pas de cinéma, de prise de risque et de style. Mais bon, ça, c'est ma petite parenthèse privée. Et du coup, quand, par exemple, nous, on est contacté par des gens qui veulent qu'on travaille avec eux ou qu'on les repère pour des labs ou pour autre chose, la première chose que moi, je regarde, c'est les travaux précédents.
Voilà, parce que, encore une fois, moi, je me mets au service de cinéaste et de désir de cinéaste, de vision, de réflexion esthétique, et je ne me mets pas au service d'un écrit que, de toute façon, peut toujours changer, alors que si quelqu'un n'a aucun talent de mise en scène, on ne va pas inventer un metteur en scène, hein, on va juste peut-être lui donner un meilleur scénario, mais ça ne va rien changer. Donc, quand vous mettez dans un dossier vos travaux précédents, si vous n'avez fait qu'un court-métrage, c'est facile, vous n'allez pas mettre autre chose. Mais si vous avez fait 7 courts-métrages, 2 documentaires et un long-métrage, ne mettez pas tout. Ça crée beaucoup de confusion. D'abord, personne ne va regarder tout ça, avec toute la meilleure volonté du monde. Surtout pas les gens que vous voulez séduire et qui souvent sont des gens qui ont largement de quoi s'occuper sur leur bureau. Mettez des choses qui sont signifiantes par rapport au projet qui est contenu dans le dossier et expliquez pourquoi, en disant ce court-métrage n'est peut-être pas celui qui a obtenu le plus de prix en festival, mais ce court-métrage reflète le choix artistique qui est le nôtre pour le long-métrage. Voilà. Et ça, très peu de gens le font, et quel que soit leur pays d'origine. Or, c'est véritablement ce qu'on a besoin de trouver quand on ouvre un dossier. Je sors de 4 jours non-stop sur Zoom à faire la sélection de Script Lab, de Torino Film Lab. J'ai lu 22 dossiers de 17 pays différents, de 3 continents différents, et véritablement, il y a des gens qui ont zappé et qui ont mis tout ce qu'ils ont fait depuis leur premier clip quand ils avaient 20 ans. Donc, comme moi, je regarde tout, je peux vous dire que, outre le fait que je n'ai pas dormi, mais ça c'est autre chose, que ça a usé mon regard. Et du coup, quand je suis arrivée au travail qui était signifiant par rapport à leur ambition du projet qu'ils présentaient au lab, ben, j'étais usée en fait. Donc c'est à vous de réfléchir à ça et comme je vous le disais au tout début, c'est à vous de vous mettre dans les chaussures de celui ou celle qui va recevoir votre dossier. Si vous avez fait peu de films, ça n'a aucune importance. Là, évidemment, vous mettez tout. Mais si vous commencez à avoir une filmographie importante, mettez-la. Et dans les travaux précédents, qui ne sont peut-être pas les travaux précédents de vous personnellement en tant que cinéaste, si vous avez déjà une idée de BO, il faut que vous mettiez des liens pour de l'audio. C'est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que tout le monde va connaître vos références musicales. Et c'est très facile aujourd'hui, ce n'était pas le cas quand moi j'ai commencé ce métier il y a bien des années, c'est très facile aujourd'hui de mettre des liens sur lesquels les gens cliquent et sur lesquels immédiatement les gens sont projetés dans l'univers sonore de votre projet, dans l'univers visuel de vos travaux précédents. Et là intervient la chose peut-être qui est la plus délicate aujourd'hui, c'est véritablement cette histoire de moodboard et de moodbook. Beaucoup de gens vont vous la demander, personne ne va vous en donner une définition. Vous ne savez pas si vous avez le droit de mettre 3 pages, 15 pages, 20 pages. Donc, c'est une nouvelle tendance, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore fixée, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore figée, et il faut que vous adaptiez en fonction de la cible. Si vous faites un moodboard destiné à vos techniciens de plateau, bien sûr que ça peut faire 50 pages, ça n'a aucune importance, c'est du temps de gagner. Mais si vous faites un moodboard qui s'adresse à des financiers ou à un coproducteur, il faut que vous choisissiez 3 pages très prégnantes qui révèlent en fait quelque chose que vous voulez leur dire et que peut-être l'écrit ne peut pas dire à la place des images. Donc, pour ceux qui vont rester à la prochaine partie de cette session, on va vous présenter des choses qui sont des mauvais moodboards, des choses qu'il ne faudra pas faire, et on va présenter des bons moodboards. Et je pense que vous ferez vous-même la différence sans qu'on ait besoin d'expliquer beaucoup, en fait, pourquoi. Voilà. Sachez une chose, c'est que trop d'images nuit au dossier. Hein, trop de choix nuit au choix. Des gens qui veulent montrer une centaine d'images, ils brouillent les pistes. Des gens qui montrent que 3 images ne montrent qu'une pauvreté. Donc, il y a une question logique et je dirais presque de bon sens de quantité de choses qu'on peut digérer quand, pour la première fois, on rentre en contact avec votre ambition et vos projets. Donc, le dosage, en fait, est fondamental, et comme le dosage entre les photographies qui vous appartiennent et qui donc reflètent déjà votre œil de cinéaste ou de photographe que vous pouvez tout à fait être avant d'être cinéaste, et des films existants que vous avez tout à fait le droit d'utiliser. Et il faut qu'évidemment, il n'y ait pas que des films existants et que des photos à vous, sauf si les photos à vous sont déjà tellement parlantes que vous trouvez qu'elles reflètent à 100% le résultat que vous voudriez voir à l'écran.
falloir que je respecte l'horaire, donc je passe au conseil et conclusions et on aura le temps après, y compris pour vous, de me poser des questions et de moi d'y répondre. On va partir un peu de choses qu'on a trop tendance à oublier. Excusez-moi. Donc, pensez actualiser régulièrement votre dossier. N'envoyez rien avant d'avoir tout relu. Pardon de vous parler comme à l'école, mais nous, on est évidemment aussi concernés par ça quand on fait des dossiers, on en fait beaucoup. Pensez à corriger les fautes d'orthographe. Pensez à paginer. Pensez à ne pas couper une phrase au milieu. Pensez à mettre le titre du projet en note de bas de page sur toutes les pages. Et surtout, pensez à mettre un contact à la fin du dossier. Si votre projet ne peut se financer qu'à l'international par rapport à là où vous êtes, et donc, et a priori qu'à l'international dans une langue qui n'est pas la langue de travail qui est la vôtre, pensez à tout de suite prévoir une version bilingue. Très souvent, les gens décident au dernier moment ou sont invités au dernier moment dans un festival fondamental pour leur projet. Et 3 jours avant de participer au festival, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de dossier en anglais. Et là, c'est une catastrophe. On fait une traduction catastrophique, ni faite ni à faire, qui coûte très cher parce qu'on la demande en urgence. Elle est mal mise en page et on arrive dans des endroits où on doit séduire et conquérir un marché avec des dossiers qui ne sont pas à la hauteur du travail que vous avez investi avant. Il faut aussi que vous prévoyiez toujours ce que j'appelle la version légère de votre dossier, c'est-à-dire un recto verso que vous allez donner en festival, par exemple, qu'à des gens avec qui vous avez réussi à établir un contact et que vous sentez être potentiellement intéressés. Il ne faut pas gaver les gens. Il ne faut jamais envoyer avant que les gens aient eu le sentiment qu'ils ont le choix de vous dire oui et le choix de vous dire non. Donc, il faut les appâter avec un recto verso qui donne envie et leur dire « j'ai à votre disposition un scénario, un dossier complet, etc. etc. » Il n'y a pas pire que de recevoir des choses qu'on n'a pas réclamées en nombre et en quantité. En quantité, je veux dire, en extensible. N'oubliez donc pas, avant de dévoiler votre dossier à qui que ce soit en dehors du bureau, de le tester sur quelqu'un qui ne connaît pas votre projet et demandez-lui ce qu'il en a compris. Et souvent, ça va vous aider à corriger les choses qu'il n'a pas comprises. Parce que quand on est en immersion dans son propre projet, on le connaît tellement bien qu'on ne sait pas en réalité ce qu'il faut en dire pour être compris par les tiers. Donc ça, c'est un exercice très important qui prend peu de temps. Ne le faites pas faire par des gens qui sont juste des amis ou des maris ou des femmes, ou des conjoints ou des épouses. Faites-le faire par quelqu'un qui a un minimum de compétences professionnelles pour aussi vous donner des conseils sur comment vous adresser à des tiers professionnels et pas juste comment comprendre l'histoire qui vous habite. Bien entendu, aujourd'hui, contrairement à quand moi j'ai commencé ce métier, pratiquement tous, autant qu'on est, on a à disposition des outils techniques dans nos ordinateurs. Alors là, je vais regarder mes notes, parce que moi, c'est pas moi qui fais les dossiers et je suis très mal habile. Mais bon, voilà, si vous avez un PC, bien sûr, c'est Word et PowerPoint. Si vous avez un Mac, c'est Pages et Keynote. Pour les deux, c'est la suite OpenOffice ou la suite Adobe avec InDesign qui est très cher et Photoshop. Il y a des outils Google Docs, pourquoi pas. Il y a des outils gratuits. Ce n'est pas du tout moi qui vais être capable de vous donner des bons conseils. Mais il y a toujours quelqu'un, notamment de très jeune, qui sait 10 fois plus que vous, si vous avez mon âge presque, et qui est de bons conseils et qui va faire en quelques minutes ce que nous, on ne parvient absolument pas à faire en quelques heures, parce que c'est des outils informatiques qui maîtrisent sur le bout des doigts. Et du coup, aujourd'hui, les gens qui disent « Ah oui, mais ce dossier, je viens de le vivre, vient du Kosovo, alors vous comprenez », moi, je trouve ça extrêmement condescendant. Il se trouve que le dossier était un dossier d'une cinéaste hors pair et que le projet est merveilleux et voilà, donc le projet est passé. Mais moi, je trouve ça condescendant de dire « Elle vient du Kosovo, alors elle nous envoie un torchon ». Non, je veux dire, c'est pas le débat, je veux dire, c'est pas du tout la question. La question, c'est que
quand on est devant un ordinateur, mettre en page, c'est quand même aussi la moindre des politesses qu'on doit à ses lecteurs. Et du coup, vous devez, vous, ne pas l'improviser, parce que par contre, ça peut prendre du temps. Et il n'est pas question d'aller acheter InDesign, on n'a pas InDesign au bureau. C'est évidemment pas moi qui ai fait les choses que vous voyez pendant que je vous parle, qui ne sont pas des choses révolutionnaires, mais qui sont quand même un peu mieux que si j'avais griffonné sur un Word et que je vous balançais des petites lignes illisibles. Donc je pense que c'est une façon de respecter son auditoire et son lectorat que de faire des choses correctement. Alors, ce que je voulais vous dire pour conclure et avant de passer aux travaux pratiques, c'est qu'il faut qu'un dossier, finalement, ça soit un plaisir à faire. Alors, je ne dis pas que c'est un plaisir qui dure toute la vie et que le revenir sur lui et rajouter des pages et enlever des pages pendant tout ce long chemin qui s'appelle le développement, c'est toujours du plaisir. Je ne dis pas que quand on est obligé de construire des argumentaires en fonction de certains critères que certaines commissions nous demandent et qu'on ne comprend pas toujours, c'est un plaisir, mais il faut quand même qu'on garde une notion de plaisir et que surtout on garde la nécessité de la clarification de l'ambition qui est la nôtre, la vôtre, de sorte à ce que, bien entendu, cette ambition, ces désirs et cette nécessité puissent être comprises et ressenties par votre lectorat. Voilà, c'est pour ça que cette intervention, qui se termine ici pour sa première partie, s'appelle en réalité « Séduire en quelques pages », et non pas en quelques mots, puisque ça fait déjà 1 heure que je vous parle, parce que séduire en quelques pages, c'est donc séduire et non pas juste informer. Voilà.
Quand on a compris cette notion, on est déjà dans la position de savoir le faire.